Alors dans la suite des paralogismes informels que nous allons voir, il n'en reste plus que deux. On va voir la pente glissante et la fausse analogie. Alors la pente glissante, c'est très simple. C'est celle que l'on retrouve dans le dicton qui vole un œuf vole un bœuf. C'est la pente glissante. On peut le dire sous forme formelle de cette forme-là. Si on accepte A, soit le point de départ que prône notre interlocuteur, il s'en suivra B, puis C, puis D, et ainsi de suite, de conséquence indésirable en conséquence indésirable, jusqu'à quelque chose de particulièrement terrible. Et c'est justement parce qu'on tombe et on glisse vers cette conséquence terrible que l'on doit refuser A. Voilà. L'argument et justement cherche à nous faire refuser A, tout simplement, le point de départ. Or, dans un tel argument, rien ne garantit la solidité du passage de A à B, de B à C, etc., etc. Et rien non plus, rien n'assure non plus que si l'on accepte A, tout le reste s'en suivra. Par exemple, voici un exemple. Certes, il ne s'agit aujourd'hui que d'une petite affaire de raquette dans le milieu scolaire, mais si nous ne donnons pas immédiatement un signe clair à ce jeune homme, ce seront bientôt les vols de sacs à main, d'abord à l'arrachage, puis sous la menace d'une arme blanche, et de là, on passera aux armes à feu pour braquer les épiciers ou les libraires, et pourquoi pas les grands magasins et les fourgons. Donc, ce qu'il nous faut juger aujourd'hui, ce n'est pas seulement le petit caïd à l'école, mais le grand délinquant potentiel qui se trouve en lui. Pente glissante, on est parti de une petite affaire de raquette et on a glissé vers le vol à main armée de fourgons, de biais, et là on a clairement une pente glissante catastrophique et il nous faut on peut du coup la refuser. C'est une manière de critiquer justement le point de vue de cette personne qui défend ce procureur. Donc, il faut donc d'abord que l'argument puisse démontrer que le déroulement complet du processus est inévitable, du racket en milieu scolaire au vol de fourgons blindés, et donc de démontrer que A entraînera nécessairement les conséquences désastreuses. Or, on peut tout à fait montrer que factuellement, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont fait des raquettes en milieu scolaire qu'ils ont forcément volé des fourgons, premièrement, et puis ou à l'inverse, les gens qui font du braquage de fourgons blindés n'ont pas tous fait du racket en milieu scolaire. Donc vous voyez que cet enchaînement de conséquences n'est pas tenable. La seule chose que l'on ait ici, c'est seulement que A pourrait les entraîner, et encore. Voilà. Chose importante à savoir, c'est que l'argument de la pente glissante peut être aussi mis en place pour plaider en faveur d'un acte. On pourrait dire c'est une pente ascendante, du coup. Exemple, construire de nouvelles pistes d'atterrissage à l'aéroport de Béziers devrait permettre le développement des activités de compagnies aériennes et la création de 200 à 300 emplois supplémentaires. Mais au-delà de ces emplois, c'est une dynamique nouvelle qui se mettra en place, dynamique qui devra mener vers un nouvel essor de l'économie locale, provinciale et même régionale. Essor qui pourra contribuer à une diminution drastique du chômage en Occitanie. Donc, il faut construire ces nouvelles pistes d'atterrissage. La conséquence bonne nous contraint d'accepter le point de départ qui est la construction de nouvelles pistes d'atterrissage. Argument tout à fait incohérent. Passons au paralogisme suivant qui est la fausse analogie. Alors, la fausse analogie est assez simple. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement par analogie? Un raisonnement par analogie, il consiste à attribuer à un cas particulier les propriétés d'un autre cas particulier sur la base de leur ressemblance. C'est un argument qui n'est pas valide, comme on l'a vu au départ, mais c'est un argument qui peut avoir son efficacité, qui n'est pas forcément... c'est un argument qui peut être fiable, en gros. Donc par exemple, on peut voir qu'au début de la recherche sur les atomes, on s'est représenté
ces nouveaux objets de la physique comme des systèmes solaires en miniature, avec un noyau et des électrons qui tournaient autour. Cette analogie a permis de comprendre certaines propriétés de ce qui était moins connu, l'atome, à partir de ce qui était beaucoup plus le système solaire. Voilà. Il y avait et on doit, je crois que ce modèle à Bohr, qui a eu le prix Nobel de physique pour cette modélisation. Mais parfois, les cas particuliers peuvent différer sur d'autres aspects qui sont précisément en jeu dans le raisonnement. C'est pour ça que quand on fait une analogie, il faut être toujours en mesure de savoir la limite de l'analogie, savoir dans quel cas l'analogie ne doit plus être suivie. Par exemple, la nature elle-même nous enseigne que les plus forts survivent. C'est pourquoi nous devrions légaliser et pratiquer systématiquement l'eugénisme. Fausse analogie. Bon, je n'ai pas besoin de commenter, on voit tout de suite le problème. Autre exemple, une école est une petite entreprise où les salaires sont les notes données aux élèves. Le parti La République En Marche a entrepris d'importantes réformes. Réalisez-le. On ne change pas une monture au milieu d'une course. Il est temps d'en finir avec ce cancer de la société, quel que soit le cancer désigné dans cette phrase. Voilà pour les paralogismes informels. Je ne commenterai pas les exemples, ils sont assez clairs. Passons à la conclusion de cette partie. Alors ce que nous enseigne cette liste de paralogismes, c'est que raisonner correctement repose sur une attention absolue et continue, non seulement sur ce que l'on conçoit, et notamment on l'a vu avec la règle d'évidence chez Descartes, mais aussi sur une attention absolue à bien articuler nos idées. L'erreur va naître de ce rapport à nos propres idées, un rapport qui pourrait être trop relâché, voire pas du tout attentif. Donc l'erreur, une première manière d'éviter l'erreur, c'est un rapport d'attention, être attentif à l'égard de nos raisonnements. Et nous devons pour cela nous prémunir de nos croyances ou de ce qu'un interlocuteur voudrait nous faire croire. Donc premier réquisite fondamental à la recherche, à l'évitement de l'erreur, c'est la recherche de la vérité. Alors l'un va avec l'autre, mais il n'empêche que parfois les erreurs nous arrangent bien pour vouloir faire croire ce qu'on a envie de croire. Et c'est pour ça qu'il faut que nous cherchions à dire la vérité et non à essayer de démontrer par n'importe quel moyen ce que nous voudrions que tout le monde croie. Nous devons, pour cela, et c'est fondamental, c'est ce que j'ai essayé de vous faire voir dans tout ce chapitre, nous devons ainsi apprendre à penser contre soi-même. Quelque chose qui avait été déjà mis en évidence par des auteurs comme Locke, et notamment dans l'Essai sur l'entendement humain, en 1889, où il dit « Celui qui voudrait se mettre sérieusement à la recherche de la vérité devrait en premier lieu se préparer l'esprit par amour de la vérité. Car celui qui ne l'aime pas ne fera pas grand effort pour l'acquérir, et ne sera pas trop inquiet si elle lui fait défaut. » Déjà, ça coupe très vite. On voit tout de suite quel est le type d'interlocuteur qu'on a. Interlocuteur qui ne fait pas grand effort de chercher à dire la vérité. Le type d'argument qu'il fera sera souvent des arguments de type paralogique. Voilà, sophistique. Alors pour comprendre pourquoi l'erreur viendrait d'un mauvais usage de la volonté, et donc croire ce que l'on veut croire, nous devons maintenant examiner dans le dernier point de cet examen des erreurs, ce que nous appelons des illusions, et notamment avec un auteur très important qui est Freud.